On continue toujours dans cette perspective des rites funéraires et des sépultures. En l'occurrence, il s'agit des rites funéraires et des sépultures musulmanes dans la Grande Guerre, avec Yousra Ouissane, qui est aumônier militaire musulman pour les zones de défense de Paris et de la zone ouest, et qui était intervenu il y a quelques mois lors d'un autre colloque sur l'armée française et l'islam. Merci, monsieur le professeur. Bonjour à tous. Très honoré d'être ici pour parler de ce sujet. Effectivement, 14-18 et la particularité de cette guerre et l'engagement des soldats musulmans dans celle-ci, à travers les rites et les sépultures musulmanes, les rites funéraires et les sépultures musulmanes, enfin les rites au sens large, on va en parler, et les sépultures musulmanes dans la Grande Guerre. J'interviens dans le cadre d'une mission, Histoire, Mémoire et Lien Armées-Nation, que je dirige à l'aumônerie musulmane aux armées. Cette mission a pour but de retracer l'historicité du fait musulman à travers le patrimoine matériel et immatériel légué par ces morts pour la France, et également de mettre en lumière la gestion historique de la diversité culturelle et culturelle religieuse dans l'armée française. Il s'agit d'une progressive prise en compte de cette réalité commune qui se construit aujourd'hui encore. Cette mission est à destination en premier lieu de la jeunesse, puisque à travers l'image, je souhaite mettre en avant la dimension sociale d'un tel sujet, en replaçant l'humain au centre de l'objet, et l'image institutionnelle en particulier, avec le message politique qu'elle comporte. L'objectif pédagogique de cette mission, enfin, est d'expliquer à une jeunesse en quête d'identité nos racines communes et l'historicité de la prise de conscience et de la prise en compte de la pratique rituelle musulmane des soldats musulmans dans l'armée française. C'est une réalité historique qui fait sens aujourd'hui, pour vous resituer le contexte. Alors, la Grande Guerre et l'engagement des soldats musulmans et la mort de ceux-ci, et comment progressivement va être pris en compte le fait musulman, le fait religieux musulman, et comment celui-ci va être encadré et organisé par le commandement. Nous verrons dans un premier temps qu'on croit en Dieu et qu'on peut croire en Allah et mourir sur le front français, comment ça se passe concrètement pour le musulman qui arrive dans les tranchées. La Grande Guerre, cette particularité ou l'inattendu, démocratisation de la guerre, les morts de masse, la mobilisation générale, et la mobilisation de masse également qui va toucher l'Empire, et enfin s'attacher à ces tombes, ces sépultures musulmanes, dans le but de se souvenir à travers le patrimoine funéraire musulman. Alors en islam, juste pour vous resituer un contexte un peu du rite, d'abord pour en parler, il y a une expression qui dit « el-mautu haq », la mort est vérité, c'est-à-dire que quand quelqu'un meurt, c'est une réalité qui s'impose à tous, et en islam, c'est quelque chose qui met tout le monde d'accord, puisqu'en islam, on distingue la vie insufflée à tout fœtus, c'est-à-dire le souffle de vie qui est temporaire, contrairement au ruh, ce qu'on peut traduire par esprit, qui représente l'âme d'essence divine, qui elle est immortelle. Donc les musulmans, comme dans la majorité des religions monothéistes, pensent que le lien entre ces deux états et la mort, non pas une fin, donc cette mort, mais une transition d'un monde éphémère à un monde éternel, bon ou mauvais. Le musulman pense donc avoir été créé pour s'acheminer vers ce moment, vers l'éternité. Et ça lui donne un rapport à la mort quelque peu particulier, en devenant immortel une fois arrivé dans l'au-delà. Donc le musulman perçoit sa vie comme une transition vers un monde pour lequel il s'évertue d'accomplir les meilleures actions possibles. Donc les soldats musulmans qui arrivent sur le front en août 14 sont également dans cette perspective-là, d'un engagement et d'un sacrifice possible. Sur la toilette rituelle et la toilette mortuaire à proprement dite, elle est très simple à comprendre, hein, c'est le recouvrement du défunt par un linceul, et y pourvoir est un devoir sacré des musulmans vivants à l'égard du musulman mort. Donc tout musulman, sans qu'il soit aumônier ou autorité religieuse ou imam, a le devoir devant un autre musulman mort de laver son corps et de le recouvrir d'un linceul pour l'enterrer. Et on va voir que c'est souvent, la plupart du temps, ce qui a été fait, puisque c'était les coreligionnaires entre eux, n'ayant pas d'imam directement sur le front, on verra que les imams étaient un peu à l'arrière, c'est ce qui a été fait dans la pratique. 3 étapes essentielles à retenir pour le nettoyage d'un corps musulman. Donc le nettoyage d'abord du corps et de ses impuretés, le lavage rituel qui va se répéter dans des nombres impairs, et le parfum, donc le musc qu'on va appliquer sur le corps, et finalement l'habillage avec le linceul.
Alors, ce qui va être intéressant de comprendre, c'est comment ces pratiques et comment cette pratique rituelle a pu être une réalité ou pas sur les champs de bataille. Il existe des dérogations au rite du lavage mortuaire musulman, et justement, c'est ce qui est intéressant par rapport à la façon que les soldats tout court, même pas que musulmans, vont mourir en 14-18. C'est-à-dire que si le corps est trop abîmé, on pense notamment aux éclats d'obus, si le corps est dans une fosse ou un charnier, évidemment, il ne sera pas lavé. Et aujourd'hui, les dérogations qui s'appliqueraient, par exemple, au lavage d'un corps de soldats musulmans, comme nous, on en a la charge aujourd'hui à l'aumônerie musulmane, c'est si le soldat était victime d'une bombe, d'un IED, d'un engin explosif ou d'un crash d'aviation. À ce moment-là, le lavage rituel n'est pas obligatoire puisqu'il ne peut pas être procédé sur un corps trop abîmé. Alors, dans le cercueil, le défunt est placé donc allongé droit, tête et pieds alignés, de face à être en direction de la Mecque, lors de l'inhumation, lorsque on utilise le cercueil pour la prière, et ensuite le défunt est simplement posé le linceul à même la terre en direction de la Mecque. Alors vous imaginez bien que pour les morts de 14-18, ce n'était pas forcément du tout le cas, puisque quand ils mouraient en plein champ de bataille, ils ne pouvaient pas s'orienter vers la Mecque pour y mourir. Et ce sont aussi des choses dont se sont accommodés les musulmans à l'époque. La prière sur le mort qui va suivre, dite Salat, la prière del Janaza, est faite avant l'inhumation. Un passage du défunt à la mosquée pour cette dite prière est recommandé, mais il n'est pas du tout obligatoire. Donc, les musulmans étaient enterrés sur les champs de bataille ou à proximité, et vous verrez où exactement, mais il n'est pas obligé d'avoir une mosquée à proximité pour célébrer une prière funéraire. Et la prière se déroule très simplement aussi, il n'y a pas de prosternation au sol ou comme la prière quotidienne qu'effectuent les musulmans, puisque les fidèles s'alignent derrière l'aumônier ou le musulman qui va guider la prière, et cette prière est faite donc sans aucun mouvement, ni inclinaison, ni prosternation. Et elle se fait dans le silence, sauf pour celui qui récite et qui guide la prière, avec des glorifications du Seigneur. Dieu est grand, le takbir, à voix audible. Ensuite, l'inhumation. Donc le rite funéraire islamique exclut la momification, la crémation ou autre type d'inhumation. Seul le corps simple enveloppé d'un linceul doit être mis en terre. Alors maintenant que vous avez été briefé sur le rite funéraire musulman, on va pouvoir s'intéresser au contexte historique dans lequel il va se développer ou se réaliser ou pas. Alors, un rappel rapide, jusqu'au milieu du XIXe siècle, l'engagement des soldats musulmans, notamment la guerre de Crimée ou la guerre franco-prussienne, il va s'agir d'inhumation collective, parce que de toute façon, les charniers et les fosses communes étaient le lot commun de tous les soldats, sur le front ou en marge d'ailleurs, parce qu'on parle beaucoup d'épidémies, et vous verrez qu'on parlera des conditions climatiques aussi qui vont causer certaines morts en 14-18, mais sur les guerres du XIXe siècle, il y a aussi des épidémies qui déciment les soldats, et les soldats sont enterrés dans des fosses communes sans aucun respect du rite. Ça se comprend. Ils sont souvent inhumés dans la précipitation, sans distinction de nationalité ou de grade, et les sépultures individuelles étant réservées aux officiers ou aux princes à l'époque. Et puis, c'est avec la démocratisation de la guerre et l'individualisation des tombes à partir de 1915, qu'on va expliquer tout à l'heure, que les soldats musulmans, finalement, vont profiter en fait, de cette démocratisation de la guerre et de l'individualisation de ces tombeaux. Donc, en 1856, le traité de Paris met fin à la guerre de Crimée. Il prévoit la préservation des sépultures, et ce principe va progressivement se renforcer jusqu'à la fin du siècle. Et arrive donc le rite musulman, qui, déjà avant 1914, fait l'objet d'un intérêt particulier, d'un souci de l'administration militaire française. Il y a une politique affichée musulmane de la France avec des organismes dédiés, des organes de propagande, etc. La politique musulmane de la France est un outil pour l'Empire, et elle est complètement assumée, et elle va se développer. Et dans ce sens, il est important aussi, si vous avez l'occasion de consulter le rapport de Pont, donc il date de 1897, c'est un ensemble de données conçues dans un but politique de science appliquée. Et c'est une étude des confréries en fait, religieuses qui va être faite sur le terrain. Et à partir de là, ça vous permettra de comprendre vraiment le courant intellectuel dans lequel s'inscrit cette politique musulmane de la France. Déjà des controverses à propos du service militaire indigène, à partir de 1808, c'est un peu contesté.
l'expérience largement antérieure à 1914 dans le traitement de l'altérité religieuse de combattants musulmans incorporée sous unité va poser problème à certains. Et justement, c'est la question religieuse qui va être avancée, puisque on va, avec la conscription et puis avec l'enrôlement des soldats, avoir une crainte du départ des soldats justement vers une terre qui n'est pas terre d'islam, et on va se poser des questions sur la possibilité pour eux de pratiquer le rite et de pouvoir que le rite soit respecté très très loin de chez eux. Il faut savoir aussi que ce qui va constituer le prémisse de la Première Guerre mondiale, c'est aussi ce qui va jouer entre les Allemands et les Français au Maroc et en Afrique du Nord plus largement. Et dès 1912, on est à la fin de la pacification du Maroc, elle n'est pas encore terminée parce qu'elle aura lieu encore aux années 20, mais on signe le traité de protectorat et Paris va songer à utiliser les ressources humaines de ces peuples suite justement aux engagements militaires dans lesquels ils se sont illustrés dans le début de la pacification du Maroc. La conscription qui commence est partielle, sur les 45 000 recrues possibles, on en recrute 2 000 en Algérie, et l'opinion arabe et les intellectuels, la classe intellectuelle, l'élite intellectuelle arabe est complètement défavorable à celle-ci. Comme je vous disais, les inquiétudes sur l'expatriation qui en découlerait et l'enterrement à l'étranger qui pose problème. Le contexte politique ne peut pas vous être expliqué même rapidement sans vous parler du fait que l'Alliance et puis les alliés de l'Allemagne, l'Empire ottoman, la triple entente qui fait face à l'Alliance va avancer le fait, et ça va être un des arguments principaux qui va être opposé aux soldats musulmans engagés dans l'armée française, c'est que finalement l'Empire ottoman, le grand empire musulman de l'époque, est du côté allemand. Et donc on va essayer comme ça de faire déserter certains soldats pour qu'ils puissent changer de côté pour pouvoir rejoindre le camp musulman qui serait celui de l'Empire ottoman. Finalement, ça reste assez marginal comme élément. Ça n'a pas du tout été suivi et globalement dans l'ensemble, les soldats musulmans restent fidèles au drapeau français. En 1916, il y a un soulèvement arabe donc dans l'Empire ottoman qui est mené par le shérif de la Mecque, qui est Hussein ibn Ali, contre la souveraineté ottomane donc sur le Hedjaz, c'est-à-dire la partie des lieux saints de l'islam, la Mecque et Médine. Et cette région est immédiatement identifiée comme très stratégique par la France, puisque soutenir cette révolte, ça va lui permettre de conforter sa présence au Moyen-Orient vis-à-vis de l'Empire colonial britannique, s'y étend aussi, et se présenter comme l'ami de l'islam, selon l'expression utilisée par les contemporains. Une mission diplomatique s'organise donc pour la Mecque et pour rencontrer ce shérif et lui apporter son soutien. Et je vous renvoie à l'article de Pascal Potrema sur le sujet. Et voilà cette mission, donc menée par Sikadour Ben Garbit, le futur recteur de la Grande Mosquée de Paris, qui n'est pas encore construite. Et la mission diplomatique va d'abord se rendre à Paris pour rencontrer les personnalités politiques françaises et étrangères et visiter plusieurs hauts lieux industriels et prendre un peu le discours qu'elle devra tenir au Hedjaz. Elle en revient, puis elle y retournera. Un personnage de cette mission est intéressant, c'est M. Flandrin, qui a pour fonction d'être le président du comité de propagande musulman. Donc voilà la mission. Je ne vous détaille pas ses participants, mais il y avait un participant pour chaque communauté religieuse importante à l'époque, dans les pays d'Afrique du Nord, et sachant qu'un représentant pour l'Afrique occidentale, Si Abnou Kané. Donc ces messieurs font le tour, le perron du Quai d'Orsay, les Invalides, etc. Et on va retrouver ces mêmes protagonistes dans les hôpitaux coloniaux qui vont nous intéresser pour notre sujet par la suite. La Grande Guerre, je ne vais pas revenir sur l'exceptionnelle mortalité, la mobilisation et les morts de masse. La conséquence directe pour les soldats musulmans, c'est que au début, en 1915, jusqu'à 1915, le recrutement est limité, mais quand la guerre totale commence, et surtout le front d'Orient qui s'ouvre avec l'expédition des Dardanelles, là, le recrutement de masse va commencer, et on nous parle de 170 000 Algériens. Sur les 170 000 Algériens, 36 000 mourront, 62 400 Tunisiens et 37 000 Marocains. Mangin, et le général Mangin, et donc sa doctrine sur le noir qui naît soldat, et le désastre qui va avoir lieu au chemin des Dames. En décembre 1914, 10 000 hommes vont mourir, ça représentera un tiers de l'effectif hors combat dans ces batailles. Et ce qui est avancé d'abord comme explication des morts rapides des soldats coloniaux, c'est l'inexpérience des soldats et les conditions climatiques.
conditions climatiques tellement horribles pour certains qu'on va créer des camps de regroupement dans le sud de la France, à Fréjus, mais aussi ailleurs. Et on va cantonner ces soldats là-bas pour passer un hivernage, pour pouvoir passer l'hiver avec des températures un peu plus douces, puisque les soldats qui arrivaient sur le front étaient décimés d'abord par les conditions climatiques. Sur l'engagement des soldats noirs, alors on appelait tirailleurs sénégalais même des soldats évidemment qui n'étaient pas sénégalais, qui n'étaient pas musulmans aussi, et qui pour certains étaient animistes, donc qui n'étaient pas ni chrétiens ni musulmans, mais ils étaient animistes. Mais on regroupait l'ensemble des soldats noirs sous le terme de tirailleurs sénégalais. On considère que 1,6% de ces soldats vont mourir lors de ces batailles-là, et souvent, ce qui est évoqué à l'époque comme terme et comme formule, c'est l'impôt du sang. Au chemin des Dames, 45% de l'effectif des soldats des tirailleurs sénégalais va décéder. Ce qui est énorme. Au Dardanelles, ce sera 8000 tirailleurs sénégalais. Donc ce qui est énorme au regard de la proportion de la population de l'époque dans ces pays-là et de l'engagement de ces soldats. Le principe de la tombe individuelle pour tous les soldats va bénéficier aux musulmans également, puisque la loi du 29 décembre 1915, qui inscrit justement l'inhumation dans un cercueil, l'information de la famille, l'organisation si possible d'obsèques. Alors l'information de la famille, on pourra en reparler parce que leurs familles sont très loin, à part pour les soldats qui sont venus en famille, puisque certains Sénégalais débarquent avec leur famille, et on verra tout à l'heure pourquoi. Enfin, ça correspond à l'hivernage dont vous parlez dans les camps de retranchement. Et en respectant si possible la religion de l'individu, le suivi de l'entretien de la tombe, une reconnaissance patriotique inhabituelle, la création de la mention mort pour la France. Et donc, le service de santé des armées va prendre à sa charge des dessins du modèle et du format des tombes et des stèles musulmanes qui vont être proposées, et avec une formule épitaphe qui sera inscrite dessus. Hada qabar al-marhoum, ceci est la tombe du rappelé à Dieu ou de celui à qui Dieu a fait miséricorde. Ces modèles peuvent être facilement consultables, hein, ils sont disponibles aux archives, aux ANOM, aux archives d'outre-mer à Aix-en-Provence. Et ces dessins, en fait, sont partie de ce qui va être proposé par le service santé des armées dans une véritable volonté de spécificité culturelle, de respect de la différence culturelle de certains soldats, donc en l'occurrence les musulmans. Et c'est quelque chose qui va se démocratiser, et comme je vous ai dit, se généraliser même aux soldats venus d'Afrique qui ne sont pas musulmans, qui sont chrétiens ou animistes. Et pour d'autres conflits, comme pour la Seconde Guerre mondiale, aujourd'hui vous avez encore des descendants de tirailleurs qui n'ont pas du tout, dont le tirailleur lui-même n'a pas du tout un nom à consonance, j'allais dire, musulmane, et qui essayent de faire changer les pierres tombales, à l'instar de ce que nous expliquait Madame, en l'occurrence, puisque ces chrétiens ou ceux qui étaient animistes ont des pierres tombales musulmanes alors qu'ils n'étaient pas musulmans, pour certains. Alors, le bureau qui va s'occuper de ça, c'est le deuxième bureau de la direction de service santé du ministère de la Guerre. Il va se voir définir des procédures à respecter pour l'inhumation des militaires musulmans. C'est-à-dire qu'on va lui préciser qu'il faut absolument respecter l'inhumation musulmane et lui préciser comment, notamment dans la profession de foi, au moment de l'agonie, c'est-à-dire il n'y a de Dieu que Dieu et Mahomet est son prophète, Mohammed est son prophète, ou encore le linceul et l'interdiction de la mise en cercueil pour les musulmans, entre autres rites. Mention d'autres camarades musulmans pour diriger la cérémonie, accompagner les funérailles. L'armée est donc une des premières institutions nationales à marquer de tels égards au rite islamique en métropole, car tout comme les sépultures, les rites alimentaires vont faire l'objet d'une attention particulière, et en attestent toutes les archives et les consignes à ce sujet. L'usage très rapide des règles qui sont prescrites dès l'automne 1914 est attesté dans les espaces musulmans et les cimetières parisiens dès 1915. On va parler notamment du cimetière d'Ivry-sur-Seine ou encore celui de Bagneux. Je vous ai prévu quelques photos. Et en particulier l'hôpital, le jardin colonial de Nogent-sur-Marne, où va être édifiée la première des mosquées, puisque la grande mosquée de Paris n'est pas la première mosquée de Paris. Il y a une petite mosquée en bois qui est édifiée à l'hôpital colonial de Nogent-sur-Marne. Et les imams vont officier dans cette mosquée, les imams de l'arrière et du corps retranché. Le religieux et la présence réelle et rituelle au front est attesté par les cinématographes et les photographes de l'ECPAD qui vont filmer beaucoup de prières collectives, beaucoup de prières individuelles, etc. Donc le religieux est
est préservé sur le front et la pratique rituelle est organisée par le commandement pour justement montrer au camp d'en face que même si le camp ne comporte pas la puissance musulmane, la religion des musulmans y est respectée et c'est un enjeu politique essentiel de pouvoir respecter celle-ci. Dans la pratique, il n'y avait pas d'aumôniers musulmans, d'imams aux armées envoyés dans les tranchées. En tout cas, je n'ai pas encore trouvé de dossier, j'en cherche encore, mais en l'occurrence, souvent c'était l'aumônier catholique qui s'occupait également de la sépulture, sans cérémonie évidemment catholique qui était faite. Mais pour vous, je vous ai mis une photo telle que celle-ci, on est en automne 1915, pour vous montrer un peu comment les soldats étaient enterrés. Et dans les funérailles qui ont lieu, là on est en 1915, derrière vous voyez des tombes musulmanes toutes fraîches, hein, de soldats qui viennent d'être enterrés. Ces inhumations initiales, qui sont d'abord situées à proximité du front, souvent elles vont être aussi déplacées à cause des bombardements. Et on va déplacer les corps du fait des bombardements. Et les pierres tombales que vous voyez, elles sont elles sont en bois, ce sont des plaques de bois qui n'ont pas exactement les dimensions du plan qui a été indiqué, puisqu'elles sont souvent plus hautes et plus étroites, puisqu'on a fait comme on pouvait sur place. Et là, vous avez l'exemple avec le cimetière militaire de Chalon-sur-Marne. Donc, beaucoup d'inhumations. On reconnaît ici la cocarde du souvenir français sur les pierres tombales en bois. Et souvent, vous avez aussi également simplement le nom, un croissant qui est matérialisé. Et puis, on a fait au plus simple avec des plaques de bois, puisqu'on n'a pas encore eu le temps de faire la forme proposée. Donc là, c'est des combattants du 3e régiment de tirailleurs algériens dans le cimetière de Bailly qui sont enterrés. Et là, vous voyez la spécificité cultuelle qui est immédiatement visible dans les cimetières, puisque va se former presque un carré musulman où on va regrouper les tombes musulmanes dans certains cimetières. Et je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure sur le fait qu'il y a une loi qui passe par la suite qui va dire qu'il n'y a pas de cimetière confessionnel. Et on est déjà dans une séparation parfois. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans certains endroits, comme dans la nécropole qui commémore les morts du chemin des dames, vous avez au contraire les tombes musulmanes et les tombes chrétiennes qui sont collées les unes aux autres. Fondé en 1874, le cimetière parisien d'Ivry va se voir accueillir des soldats. De nombreuses sépultures musulmanes vont être enterrées là-bas. Ils sont encore, pour certaines, visibles aujourd'hui. En janvier 1916, le directeur du jardin colonial, M. Prudhomme, va commander une série de photos à l'établissement de communication et de production au cinématographe des armées. Et le dossier de photos des inhumations musulmanes va faire l'objet d'une mise en scène, puisqu'on va faire venir un figurant médaillé ou décoré pour prouver l'intérêt des musulmans mobilisés au respect du rite et à la spécificité du rite musulman. Donc, voici des tombes de tirailleurs algériens, marocains et de travailleurs indigènes, puisqu'il y avait tous ceux qui travaillaient à l'arrière aussi, décédés en janvier et mars 1915, et on met en scène la visite à ces tombes. Vous voyez le cimetière musulman d'Ivry, mais il y a également celui de Bagneux, qui est passé juste avant. Voilà, celui de Bagneux, c'est celui-là, et ça, c'est le cimetière militaire d'Ivry. Une petite demande, j'en avais parlé au colloque précédent, en 1915, le 15 août 1915, se crée la région fortifiée de Dunkerque. Et pendant sa durée jusqu'au 10 avril, va rester confondu avec le 36e corps d'armée. Et en fait, ça aura pour conséquence que c'est commandé par un seul et unique même général, le général Iltoissel. Celui-ci va recevoir une demande d'un infirmier musulman, donc qui est au front, et qui se propose, puisqu'il a fait des études à l'université de Zaytouna de Tunis, et il va se proposer pour devenir aumônier militaire du culte musulman. Et il va avoir le soutien de sa hiérarchie, puisque le médecin-chef va apposer un soutien à sa demande, mais le général répondra que le rite musulman étant... la religion musulmane, lui dit-il, ne comporte pas de culte. Les notes rituelles du musulman sont accomplies, les rites du musulman sont accomplis par lui, sans l'intermédiaire d'un tiers ou d'un pouvoir officiel. L'imam n'est qu'un croyant qui s'impose au respect de ses corégionnaires par une vie exemplaire, etc. Donc il va entrer dans le dogme musulman pour l'expliquer comment il ne peut pas devenir aumônier militaire du culte musulman. Et on aura plusieurs tentatives qui sont faites comme ça. Les camps à l'arrière voient aussi le décès de soldats, de maladies, d'épidémies. Entre 1915 et 1919, près de 5718 décès vont être déclarés, et parmi eux, 4121 tirailleurs sénégalais
qui vont décéder de maladies loin des champs de bataille. Voilà la petite mosquée de l'hôpital colonial de Nogent-sur-Marne. Et dans cette mosquée, des officiers du culte qui n'étaient pas militaires, et la mission musulmane, la mission diplomatique dont je vous parlais tout à l'heure, a également fait la visite de cette mosquée à l'hôpital Jardin colonial. On y enterrait aussi, à l'arrière, dans les hôpitaux coloniaux, on y faisait des cérémonies des blessés qui succombaient à leurs blessures. Et donc avait lieu le rite, tel que je vous l'ai expliqué, en bonne et due forme cette fois, avec la prière et le rite complètement respecté. Là, on est fin janvier à l'hôpital Cochin. C'est les funérailles de Si Mohamed Halal, qui est sous-officier d'un bataillon de chasseurs marocains, recouvert du drapeau français. Et je vous ai aussi, je vais conclure, donné des exemples de décès sur le front d'Orient, puisque les soldats qui étaient blessés sur le front d'Orient, eux, étaient par exemple dans un hôpital à Marseille, comme vous voyez ici. Donc, le rite musulman est complètement pris en compte durant la guerre de 14-18. La spécificité du culte est même revendiquée, le respect de la spécificité du culte est revendiqué par les autorités politiques dans un but d'enjeu politique justement, et on va jusqu'à respecter les enjeux rituels et d'obligations culinaires sur le front. Enfin, les lieux de mémoire qui restent aujourd'hui. Donc là, je vous parlais tout à l'heure de la nécropole du Chemin des Dames à Cerny-en-Lanois. Tout ceci s'inscrit dans une dynamique mémorielle aujourd'hui, et ce qu'il faut retenir, c'est comment ces sépultures aujourd'hui vont avoir un rôle dans notre société actuelle, et comment le rôle sociétal de ce patrimoine funéraire. Là, je vous ai mis le monument héros de l'Armée noire qui avait été fondu par les Allemands en 1940, mais c'est la ville de Reims, reconnaissante aux tirailleurs sénégalais de l'avoir défendu, qui avait édifié ce monument en 1924 à Reims et à Bamako. Il reste celui de Bamako, mais plus celui de Reims. Et ça, c'est nos tirailleurs sénégalais d'aujourd'hui qu'on emmène chaque année à Douaumont, puisque le 10 novembre prochain, comme chaque 10 novembre, nous serons à Douaumont pour commémorer les morts de la Première Guerre mondiale. Et nous emmenons les tirailleurs ou les soldats musulmans harkis commémorer ces morts-là. Merci pour ce vaste panorama qui nous présente toutes les questions et puis les décisions, alors parfois des décisions un peu prises par des échelons intermédiaires. Vous parliez du médecin en chef du 36e corps d'armée qui décide, et ça se faisait très couramment pour les aumôniers catholiques, mais l'argument du général, il n'y a pas de culte dans l'islam, on le retrouvera jusqu'en les années 1990, de la part du commandement. Voilà. Et donc ça, on retrouve là un élément de continuité. Autre élément, c'est une petite comparaison. C'est vrai que le commandement a été peut-être plus attentif à la situation, mais est-ce que c'est peut-être une suite de l'affaire Dreyfus aussi, pour les soldats musulmans que pour les soldats juifs, où c'est l'aumônerie israélite qui a dû imposer son modèle de tombe. Alors que pour les musulmans, il faut attendre déjà la fin de l'année 14 pour que ce soit pris en place. Pour les tombes israélites, il n'y avait rien de prévu, du moins par le commandement.